Merci d'être venu. On a 3 sessions aujourd'hui. On va commencer avec la session 5 sur l'imaginaire. Ensuite, il y a la session 6 sur les cultures numériques. On va manger par hier. Et l'après-midi, on a une session 7 sur les techniques et les représentations. Ah, pardon, c'est ça. Et donc, je donne juste les infos. Et il y aura une intervention aujourd'hui. Une intervention visio et tous les autres interventions. C'est pas encore. C'est bon? C'est bon. Donc, bienvenue à cette deuxième journée de notre colloque sur l'image numérique. Il y a, après cette première journée très intéressante, mais aujourd'hui, ça fait c'est bien. Donc, je commence avec cette session sur l'imaginaire. Donc, ça a été parfois un tout petit peu abordé hier, mais très légèrement sur la question un peu de hallucination. C'est un peu autre chose. Et donc, on a 3 intervenantes aujourd'hui. Sophie Fétrault qui commence avec le titre, pardon, fantaisie architecturale, spécification d'un genre visuel. Donc, Sophie Fétrault, elle fait partie de l'Institut ACT, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est maître en conférence HDR. Elle est spécialiste dans l'étude du design et de l'architecture. Elle est agrégée en art et création industrielle. Et donc, tu enseignes le design et aussi l'agrégation appliquée à l'école des arts Sorbonne de l'université Paris 1. Voilà, c'est une question autour de la fantaisie, des chimères, autour de l'art et de l'architecture. Donc, on t'écoute. Alors, juste que j'ai bien. J'emmène ça. Je te le laisse. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, moi je vais aborder la question de l'IA au regard d'une production d'images. Je vais me mettre pour le film. Donc autour d'une production d'images d'architecture et je vais faire l'hypothèse qu'un genre visuel lié à l'œuvre, donc la fantaisie architecturale. Si le genre fantasy est avant tout associé à un genre littéraire qui est caractérisé par un attrait pour des phénomènes surnaturels et merveilleux, impliquant notamment un cadre éloigné de la réalité, je vais m'interroger à l'aide d'une tradition de production d'images et ce que l'on appelle communément donc l'architecture de papier, autrement dit des architectures non construites, et dont l'existence est avant tout visuelle. Donc, nous l'observons dans le champ de l'architecture à travers l'émergence d'une iconographie spécifique générée par intelligence artificielle, dont l'intérêt n'est pas en premier lieu constructif, conduisant plus que jamais à envisager l'architecture, non pas seulement comme un art édifié, mais aussi comme une activité créative qui consiste à produire des images et à façonner des rêves d'architecture. Ces images partagent notamment avec la fantasia grecque et latine l'idée d'apparition, manifestant un goût pour le tour d'adresse et l'automatisation des dossiers. Nous nous demanderons notamment si un nouveau tournant iconique est à l'œuvre avec l'IA. Ma présentation aura pour but d'identifier en quoi cette fantaisie digitale, pour autant qu'elle est séduisante, n'est peut-être pas aussi merveilleuse et libératrice qu'elle en a l'air. Avant de traiter
plus. Alors, voilà. Donc, avant d'évoquer spécifiquement la relation entre l'image d'architecture et l'IA, il apparaît important de souligner un fait important, celui de la dimension figurale de l'architecture et de la production d'images par les architectes. Une littérature assez abondante existe dans le domaine, saluant la capacité graphique d'invention des architectes, mettant en évidence le rôle à la fois descriptif, prescriptif et spéculatif du dessin d'architecture. Bien que la dimension tridimensionnelle du bâti soit souvent opposée à la bidimensionnalité du dessin, du plan ou de l'écran, l'architecture ne s'oppose pas à la production d'images. Au contraire, les deux sont depuis longtemps mêlés, à la fois concrètement, à travers la présence de fresques sur ces murs, représentant parfois elles-mêmes des éléments d'architecture et prolongeant l'espace par des figurations en trompe-l'œil, mais aussi sur le plan d'idéation, de la planification et de la construction. Georges Perec, pour le citer, dans l'œil et l'oubli, disait déjà à propos du trompe-l'œil, la définition d'un trompe-l'œil est apparemment simple, c'est une peinture qui s'efforce d'imiter, à s'y méprendre le réel. Dans cette brève et éphémère mystification se révèle quelque chose de l'ordre du magique, du merveilleux, un étonnement délicieusement borghésien ou un vague sentiment d'improbable s'empare de ce que nous voyons. Il est bien évident que cet éberluement ne fonctionne ou plutôt ne persiste que tant que nous voulons bien être vus et qu'un simple clignement de paupières suffit à faire basculer. La question, c'est donc de savoir qu'est-ce qu'il en est avec l'IA. Les images ainsi générées sont-elles des trompe-l'œil du même type? Suffit-il de cligner les paupières pour revenir à la réalité? Dans un autre ouvrage donc, intitulé L'image en architecture, de la représentation et de son empreinte utopique, l'architecte et dessinateur Jean-Paul Jungmann souligne les cas où on constate que la représentation a pris le pas sur l'œuvre. Il opère ainsi une différence entre les images de représentation, celles qui servent à projeter une architecture à venir, et les images picturales dont la vocation est avant tout plastique et onirique, et rend compte de ce qu'il appelle déjà des fantaisies architecturales. Évocatrices d'un imaginaire spatial, elles n'ont pas été pour autant sans conséquences sur l'imaginaire des architectes et par l'effet de ricochet sur l'architecture elle-même. En réalité, elles n'ont été qu'indirectement non constructives, car elles ont agi dans l'esprit des architectes et conduisant à partiellement les réaliser, constituant des sources d'inspiration ayant donné lieu à des réalisations ultérieures, comme par procuration. Un autre ouvrage de référence peut être évoqué, celui d'Ulrich Conrad et Hans-Günther Sperlich, Architecture fantastique, aux éditions Delpire en 1960. Et dans cet ouvrage, plusieurs éditions ont été publiées en allemand et en anglais notamment, attestant déjà d'une conception de l'architecture du côté du fantastique et de la fantaisie. Les deux auteurs indiquent à ce propos: notre but est de simplement rendre l'hommage qu'ils méritent aux artistes qui ont su ne pas limiter le domaine du fantastique à la littérature, à la peinture ou à la technique, l'envisageant ainsi du côté de l'architecture. Donc on voit que cette relation finalement à la fantaisie ne date pas d'hier et qu'il y a déjà un terreau propice à cette émergence. L'ouvrage regroupe plusieurs œuvres très différentes, notamment celle de Piranesi, de Notot, Paul Gerbar, Le Facteur Cheval, Hans Polzig, Gaudi, Mendelssohn, Andro et Parra, etc., pour ne citer que quelques-uns. On voit déjà que finalement, il y a une production architecturale qui existe déjà et qui préexiste évidemment l'IA. Qu'elles aient été d'ailleurs construites ou qu'elles soient restées à l'état de représentation, ces propositions témoignent de l'extraordinaire capacité d'invention des architectes et du foisonnement de la créativité humaine. Cet ouvrage, dont la démarche a consisté à porter témoignage en faveur de la fantaisie humaine, telle qu'elle s'est exprimée dans le domaine architectural, montre déjà une interprétation de l'architecture fantastique du côté de la fantaisie et de son lien à la fiction et à l'imagination. Qu'en est-il dès lors des images générées par l'intelligence artificielle? À la question de savoir si elle invente une nouvelle figuration de projet, il convient plutôt de dire qu'en réalité, elle s'inscrit dans le prolongement d'une architecture fantastique que l'IA actualise avec les moyens qui lui sont propres.
Tout d'abord, nous pouvons dire que les images produites à partir d'IA, malgré leur photoréalisme, procurent souvent un sentiment d'étrangeté. Elles rejoignent en cela la rhétorique de l'incertitude de Tsvetan Todorov, au regard de laquelle, dans le champ de la littérature fantastique, le lecteur éprouve une hésitation à l'égard de ce qu'il lit. Le fantastique, dit-il, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Si ce degré d'étrangeté n'a ni la même intensité ni la même persistance dans le temps, en fonction des images générées via une IA, il est présent dans la plupart d'entre elles, de telle sorte que c'est bien souvent cette sensation qui permet encore, mais jusqu'à quand, de les détecter et de les distinguer de photographies prises sur le vif. C'est aussi au regard d'une sorte d'exubérance, de baroquisme, d'excentricité fantastique que l'on retrouve dans bon nombre d'images générées avec de l'IA que la fantaisie peut être convoquée. Que l'esthétique développée soit surprenante et fantasque, comme dans ces deux images, donc celle de Jean-Jacques Balzac et Hassan Ragab, ou beaucoup plus rationnelle, technique et épurée, comme chez Olivier Campagne, ce même sentiment d'étrangeté se manifeste. Des différences sont toutefois à souligner entre la fantaisie littéraire et la fantaisie architecturale, car celle générée par l'IA n'est pas à mettre exactement sur le même plan que les écrits littéraires. Nous sommes évidemment ni chez Tolkien, ni chez Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, mais quelque chose transparaît malgré tout de cette question de l'étrangeté. Ces images n'illustrent d'ailleurs pas véritablement un texte littéraire qui les préexisterait, elles en sont plutôt le résultat technique, celui d'un prompt. Malgré tout, le prompt renoue avec la formule magique du conte et renforce la relation de l'IA au merveilleux à travers la formulation d'un vœu à exaucer. Faisons des iconographes de l'IA, des thaumaturges, littéralement des faiseurs de miracles, tout du moins en apparence. Bien que des thèmes communs puissent être évoqués comme la quête d'un paradis perdu, la présence d'une nature luxuriante, des apparitions mystérieuses, des formes surnaturelles, d'autres sujets de prédilection les concernent, plus en phase avec les problématiques contemporaines. L'architecture, comme par exemple la relation donc, de l'architecture à la nature, la crainte du temps qui passe, l'anthropocène, la peur de la catastrophe et de l'effondrement, la projection difficile dans un futur désirable. Certaines images, comme celles générées par Eric Tabucchi dans Deux Sœurs d'Atlas, traduisent tout particulièrement cette inquiétude à travers des visions dystopiques. Paysages désolés, espaces vidés de leurs habitants, constructions incomplètes, dont on sait d'ailleurs si elles sont inachevées ou si elles sont les ruines d'un monde passé. Il ressort de ces images une forme d'inquiétante étrangeté, pour reprendre la formule freudienne, l'IA devenant un moyen finalement de la rendre manifeste. Les images qui peuplent ces images, les personnages qui peuplent ces images sont tout aussi étranges, semblant dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, comme hébétée, impuissante et inactive, voire fantomatique, campée dans des attitudes passives ou affairée à des machines sophistiquées dont la fonction nous échappe. Anne Besson, spécialiste des littératures imaginaires, souligne le fait que la fantaisie naît dans un contexte de l'Angleterre victorienne et édouardienne durant la seconde moitié du XIXe siècle, de façon simultanée et corrélée avec les bouleversements historiques, sociaux, techniques relatifs à la révolution industrielle, comme une sorte de refuge dans l'imaginaire, éléments surnaturels, magiques et merveilleux, en réponse au réalisme et au naturalisme qui ont cours au même moment. Cette conjonction entre réalité et irréalité se manifeste également à travers l'IA qui traduit cette hésitation entre la possibilité d'agir dans le monde réel ou la fuite vers des imaginaires délaissant possiblement la réalité pour des mondes virtuels, éventuellement plus enviables. Il n'est sans doute pas un hasard que cette production d'images d'architecture apparaisse à notre époque dans un contexte complexe et anxiogène. Les images produites avec l'IA disent sans doute d'un désir à vouloir changer le monde ou à s'en imaginer de nouveau, dans l'espoir de tendre vers un rapport magique au monde, plus facile et plus enchanteur. L'IA générative pose aussi une question plus spécifique à l'architecture, en tant qu'art du projet, qui est de savoir s'il faut espérer que ces images se réalisent un jour dans le monde réel. Là où le roman reste dans la fiction et où l'histoire s'arrête au moment où le livre se referme, l'IA génère des images d'architecture qui pourraient bel et bien être réalisées un jour.
Cependant, au lieu de les envisager comme des images de projets à concrétiser, d'autres voies peuvent être évoquées, notamment la fonction critique de l'image et sa fonction cathartique. D'ailleurs, ces images sont loin d'être toutes enviables et renvoient davantage à des visions dystopiques du monde, visions post-apocalyptiques, mondes effondrés, humanité esselée, paysages dévastés. La question n'est pas alors seulement de savoir si les architectes pourront parvenir à réaliser techniquement ces images, à en livrer des versions praticables, ce dont, à mon avis, on ne peut pas douter, évidemment, mais si réaliser ces visions serait simplement souhaitable. D'ailleurs, il est fréquent que soient confondus les rôles prescriptifs et cathartiques des images. L'image constitue aussi un possible espace critique permettant de questionner le monde. L'architecture radicale a été le lieu de cette introspection critique. Le monument continu de Superstudio, par exemple, n'a pas été pensé dans un but prescriptif, mais bel et bien en tant que manifeste critique contre la normalisation des territoires et la rationalisation accrue de la vie. L'embarras survient lorsque ces projections inspirent des architectes et des commanditaires à des fins constructives, comme cela peut être le cas dans le projet titanesque de Line en Arabie Saoudite. Les images générées par l'IA peuvent être considérées comme le contrepoint d'une réalité devenue problématique et difficile à supporter, attestant d'inquiétudes profondes et existentielles. Aussi, ces images générées par l'IA sont moins des images de projet anticipant une réalité constructive à venir que l'expression d'un désarroi et d'une inquiétude face à la mission dont l'architecte a la charge, celle de veiller à l'habitabilité du monde. Cultivant, alors, outre le phénomène d'incertitude traité dans le champ de la littérature, c'est un autre aspect de la fantaisie auquel nous pouvons nous référer, celui d'un goût pour l'étrange et pour ce que Charles Baudelaire appelait déjà le mérite de l'inattendu. Les images produites à partir d'une IA renouent également avec un goût pour la curiosité qui n'est pas sans lien avec les collections de merveilles à la fin du XVIe siècle, les cabinets de curiosité de la Renaissance et les Wunderkammern des cours princières allemandes où se mêlent objets hétéroclites, êtres insolites, naturalia et artificialia, scientifica et exotica. Ce goût pour l'insolite, nous le retrouvons dans le lien à travers la présence d'êtres et d'entités hybrides, la chimère, autre lien avec la fantaisie et ses présences monstrueuses. Nicolas Nova évoque dans Persistance du merveilleux, le petit couple de nos machines, la présence d'êtres hybrides, les cryptides, générés par l'IA, parlant d'un véritable bestiaire. La chimère, cet animal imaginaire, fruit de l'association de la moitié d'un corps de lionne et de chèvre et d'une queue de serpent, est intéressante au regard de la question des images produites avec l'IA, car elle met à la fois l'accent sur le caractère composite et hybride de l'animal, mais aussi sur la question de la métamorphose. Dans le livre des Métamorphoses, justement, qui est donc un long poème latin du début du 1er siècle, Ovide décrit ainsi cet animal mythique. La chimère était une bête si monstrueuse qu'elle semblait avoir été plutôt formée par la fantaisie que produite par la nature. Cette fantaisie qui se distingue de la nature souligne évidemment le caractère surnaturel de cet être composite. Comme le souligne Sandra Profini, la métamorphose est l'un des thèmes les plus puissants de la fantaisie. Dans le cas de l'IA, nous retrouvons des chimères à la fois sur le plan des êtres qui peuplent ces images et fait plus spécifique au niveau du processus technique d'obtention de ces images. C'est alors le procédé technique lui-même de l'IA qui convoque également la figure de cet être surnaturel. C'est alors le prompt qui fait muter les formes, l'iconographe le corrige, le modifie, en autant d'itérations nécessaires jusqu'à l'obtention d'une forme qu'il jugera satisfaisante. Comme dans les fables d'Ovide, rien n'y est permanent, tout est possiblement modifiable, transformable, dès lors que le prompt est corrigé, l'instabilité y est réelle. On voit sur ces images les différentes variations et itérations résultats d'un même prompt. La figure de la chimère fait aussi apparaître des êtres hybrides au caractère étrange. Il est aussi fréquent dans ces métamorphoses génératives d'observer des phénomènes d'hybridation de l'architecture avec des entités naturelles. C'est le cas ici, où on voit justement des architectures revêtir des allures de troncs d'arbres, l'aspect d'un organisme vivant habitable, se déployant selon des structures fractales, comme pour opérer une conciliation possible
bien qu'imaginaire et fantasmé, de l'artifice et de la nature. Au fond, cette conciliation qui ne parvient peut-être pas à établir dans la réalité l'être humain, le fantasme dans ses projections. La figure de la chimère fait aussi apparaître des êtres hybrides, aux caractéristiques étranges. Aussi, il n'est pas rare de tomber sur des aberrations visuelles, des erreurs, des détails troublants. C'est d'ailleurs bien souvent par ces éléments invraisemblables que la nature d'IA se révèle. Les anomalies morphologiques sont nombreuses. Certains individus peuvent présenter des problèmes oculaires, des visages et des difformités multiples. La distinction qu'opère Georges Canguilhem entre le normal au regard de ce qui entre dans la norme et l'anormal, pouvant compromettre la viabilité d'un organisme, en introduisant donc un troisième concept, celui d'anomale, permet d'envisager à l'égard de l'IA l'anomalie comme possiblement positive, non pas seulement acceptable au regard de la normativité numérique, mais salvatrice. Des présences anomales pourraient bien en effet s'avérer d'un grand secours pour démêler le vrai du faux. Ce sont d'ailleurs souvent grâce à la présence de ces détails troublants, comme des mains à 6 doigts, des raccords étranges, on en parlait hier, que l'IA peut être démasquée, trahissant son caractère artificiel. Chercher à tout prix à les dissiper ou à les annuler mérite d'ailleurs réflexion. Le faut-il? Certains artistes iconographes de l'IA se jouent d'ailleurs de cette monstruosité qui confère parfois aux scènes ainsi générées un ton humoristique, introduisant du décalage, un brin de fantaisie, une excentricité déroutante et artistique. Dans les images d'Eric Tabucchi, les êtres qui les peuplent sont parfois sous- ou surdimensionnés, à la manière d'Alice de Lewis Carroll. Des rapports d'échelle peu probables, comme on le voit ici, conduisent l'observateur à se demander s'il s'agit de maquettes, de jeux pour enfants ou d'architecture véritable. Assurément, les ressorts du merveilleux sont à l'œuvre. Mais face à certaines d'entre elles, le doute persiste. Il devient de plus en plus difficile, dans le cas de l'architecture, de faire la part des choses entre une réalité construite et une construction figurative. Le photoréalisme étant la norme, les images qui en ressortent peuvent faire l'illusion. On peut alors se prêter à un petit jeu en se demandant si telle image a été obtenue par IA ou sans IA. On va se prêter à ce petit jeu-là, si vous voulez bien. Donc, première image, IA ou pas IA? IA. Avec IA, effectivement. Jean-Jacques Balzac. IA ou pas IA? Pas d'IA. Effectivement, on peut le remarquer, il y a quand même certains indices sur le côté lisse, la présence de la voiture, etc., qui font qu'on reconnaît quand même une certaine la réalité. Mais on peut se poser la question. Dernière image, il y a ou pas IA? IA. Oui, IA. Eric Tabucchi, ici, donc ces petites architectures, même si elles semblent érodées par les embruns marins, montrent des raccords de voitures vraiment étranges. Et là, effectivement, on s'aperçoit que l'IA est démasquée. Donc, si assurément donc, la figure de la chimère s'invite à la table de l'IA, il n'a toutefois pas fallu attendre les générateurs automatiques d'images pour que des pratiques combinatoires et associatives d'images apparaissent. Dans le domaine de l'estampe, par exemple, comme l'étudie la chercheuse Véronique Mélière, des pratiques comme les illustrations de thèse au XVIIe siècle avaient déjà fait de ce principe de sélection, de copie, d'assemblage, de maquessage et de recombinaison un principe opératoire précurseur d'une culture associative chiménique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des bouts de thèse qui étaient prélevés, et souvent parce que les doctorants de l'époque n'avaient pas les fonds nécessaires pour se payer une gravure personnelle ou personnalisée. Donc, en fait, ils venaient chercher des bouts d'images et souvent, c'était des recombinaisons d'images. Ces éléments-là étaient un frontispice de leur mémoire de thèse. Principe que l'on retrouve dans le champ de l'art à travers les collages d'Adaïs, c'est le photomontage, par exemple. Ces phénomènes très bien décrits dans l'article Une généalogie des images composites de Max Bonhomme, Christian Joschk et Laura Tluxa attestent de ces pratiques associatives d'images bien avant l'IA et du statut de l'image comme construction.
À l'inverse de l'IA, mais non sans lien avec elle, certains artistes comme Malo Chapuis n'hésitent pas aujourd'hui à opérer des associations anachroniques et à brouiller les pistes sur ce que l'on voit et à interroger la culture visuelle. Ce mélange de techniques, de référents, de sujets, de modes de représentation traduit un penchant pour l'hybridation que l'on retrouve actuellement à travers l'IA. On retrouve la chimère en bas dans cette œuvre de Chapuis. De façon différente, l'artiste et photographe belge Philippe Dujardin avait développé avant l'IA toute une série de photomontages numériques à partir de logiciels de retouche d'images. Et son ouvrage Fiction montre un ensemble de figurations de bâtiments imaginaires, tout aussi improbables les uns que les autres, qui semblaient déjà préfigurer les IA génératives. Aujourd'hui, sur l'interface Mid Librairie, on peut trouver en fait un prompt à copier de Philippe Dujardin qui est proposé, donc le style Midjourney de Philippe Dujardin, en 7 versions différentes pour produire des images semblables à celles qu'il peut obtenir et permettant de produire des résultats à la façon de l'artiste. Ainsi, aux techniques déjà existantes de composition et d'assemblage des images entre elles, donnant lieu à des images composites, l'IA vient en adjoindre une nouvelle, très particulière, fondée sur l'emprunt et l'agrégation de référents et de pixels qui, à la différence de l'espace agrégé du Moyen-Âge, identifié par Hans Cassirer, ne permet plus de discerner chaque entité les unes des autres, mais les fusionne. C'est alors qu'apparaissent des associations inattendues d'architecture qui mixent les références. Tel est le cas dans plusieurs images d'Hassan Ragab. Donc pour cette première image, évidemment, on peut penser à d'autres architectures existantes. Ok, ça marche. Donc ici, Frank Gehry ou Gaudi. Sur cette autre image, évidemment, on peut penser au chou de Créteil de Gérard Campbell, ou bien ici, donc c'est une image qui renvoie à la fois aux pyramides d'Égypte, dont Hassan Ragab est originaire, mais aussi donc à d'autres architectures qui ont pris la pyramide comme référence. Le projet donc, des immeubles à gradins d'Henri Sauvage et Charles Sarrazin, ou la grande pyramide de Jean Balladur à la Mainotte. Ces images racontent à la fois un mixage des référents culturels, en même temps qu'une circulation des référents, mais aussi la génération de certains modèles devenus iconiques et d'une certaine façon le triomphe des pensifs. Avec comme autre écueil collatéral un processus qui conduit à faire disparaître les sources. Ce point n'est d'ailleurs pas sans poser problème d'un point de vue juridique et de la propriété intellectuelle. Pour conclure, je dirais donc, à l'heure que l'IA est promue comme une révolution technologique, tout aussi étrange que cela puisse paraître, tout se passe comme si la question de la technique passait au second plan, pouvant laisser croire que ces images apparaissent comme par enchantement. Or, pour fonctionner, des infrastructures colossales sont en jeu, dont l'IA dépend entièrement. Cette inaperception de la logistique et des infrastructures que nécessite l'IA, cultivée par ses promoteurs, participe du caractère pseudo-magique de l'IA, qui en réalité n'a rien de miraculeux. Nous le savons, pour que cette mécanique fonctionne, de nombreux travailleurs du clic, pour reprendre la formule de Cassidy, sont nécessaires qui œuvrent de façon souterraine derrière l'IA. Un écart se creuse entre celles et ceux à qui les IA profitent et ceux qui les alimentent. Si l'IA cultive un goût pour le merveilleux mécanique, ce qui aurait pu lui valoir de s'inscrire dans le prolongement des portes du temple de Héron d'Alexandrie, les grottes baroques du XVIIe siècle et des automates de Vaucanson, en réalité, elle ne participe pas véritablement d'une didactique illustrée. Il ne suffit plus, en effet, de soulever un rideau pour faire apparaître poulies et cordes, trappes, ou de plisser les yeux comme dans le trompe-l'œil de Pérec pour déjouer les faux-semblants et démasquer les illusions. L'IA peut sans doute trouver des utilités diverses et constituer peut-être un outil pour les architectes dans leur processus de conception, d'idéation, de production d'images et de visuels d'architecture, mais cet outil a un coût qui n'est pas négligeable, tant sur le plan économique, sociologique, écologique qu'idéologique. À ce stade, l'IA reste problématique, car le rapport entre le coût de cette technologie et ses avantages ne sont pas si évidents. Au regard de la question qui nous préoccupe, elle signe à la fois le triomphe généralisé de l'emprunt non autorisé, du pillage des données, ainsi que le triomphe des GAFAM et de l'industrie numérique capitaliste globalisée. Rien de poétique, donc, en revanche, beaucoup d'opacité persiste. L'IA, sous couvert d'innovation et de formes souvent extravagantes, érige des références, souvent les plus viraux, en modèles normatifs, les données les plus massives l'emportant sur les plus rares ou celles non numérisées.
Dans ce rapport à l'IA qui est en train de l'emporter, qui du dragon, de la princesse et du guerrier sauvé? Faudra-t-il, comme dans les récits mythologiques, à l'instar du héros bélé au fond, terrassant la chimère à l'issue d'un terrible combat, venir à bout de l'IA ou bien sauver la chimère de la normalisation qui l'assaille? Des usages dissidents, alternatifs, autres que mainstream sont-ils possibles et sont-ils suffisants pour justifier le bien fondé de l'IA? La bulle IA va-t-elle se dégonfler aussi vite qu'elle est apparue? Le développement, en tout cas, de cette technologie pose également une autre question de fond. L'être humain sera-t-il capable d'abandonner sciemment une technique ou une technologie comme l'IA parce que, suite à un examen critique, elle s'avère nocive ou néfaste? Bon, merci. Merci, Sophie. Donc, tu as bien montré la question de l'IA aussi dans l'histoire de l'élevage, tout en l'interrogeant. Donc, on va passer à la deuxième intervenante et on garde la partie questions pour la fin, comme hier. Donc, Marie Abou-Natarmuti, elle est enseignante de conférence à l'INSA Paris-Est, docteur en architecture, commissaire d'exposition, vous êtes basé à Paris, vous avez fondé l'agence Microcity et la classe en ligne des Soft Studio. Ces recherches actuelles s'intéressent à la spatialisation des processus mentaux, à la relation entre architecture et information, ainsi qu'à l'évolution de l'espace domestique. Oui, très bien. Donc, elle s'intéresse sur le rôle cognitif des outils d'intelligence artificielle, à l'imagination artificielle, qui contribue à une imagination architecturale qui constitue sur le long terme une critique durable donc à la utilisation des images déjà données. Donc, voilà, pour un quart d'heure, merci d'être contribué à cette question complexe autour de nous. Merci beaucoup, Andrea, pour cette introduction. Je vais continuer donc sur la question de l'imagination et du rapport entre image, imaginaire, imagination et construction d'une imagination d'architecture, en interprétant les images issues d'IA et les outils pour la production, donc les outils génératifs d'images à travers une perspective cognitive. Ça va pas Ok. Et en particulier, j'ai lu ces instruments à travers une théorie de la cognition, qui est celle de l'esprit étendu, du Extended Mind, et qui est donc une théorie qui fait partie d'un champ plus large, qui est celui de la cognition embodied cognition, donc la cognition incarnée. Et c'est une théorie qui a donc de quelque manière été portée pour la première fois à travers un article scientifique par Andy Clark, qui est donc un philosophe de l'esprit, et David Chalmers, qui est plutôt un scientifique de la cognition, donc en 98. Et c'est un paper assez court, on va dire assez direct, dans lequel les deux ils affirment que la cognition n'a pas lieu simplement dans les cerveaux humains, donc les facultés mentales n'existent pas qu'à l'intérieur du cerveau humain, comme c'était pour une perspective plutôt donc computationnelle, mais ils s'étendent. Donc les fonctions mentales, ils s'étendent aux outils qui sont autour de nous, aux artefacts, voire aux médias, mais et aussi on pourrait élargir tout ça aux espaces. Donc c'est une vision de la cognition qui prend en compte tout ce qui est autour de l'être humain. Donc la cognition incarnée parle du fait que notre façon donc de raisonner, d'imaginer, de penser, de mémoriser est aussi relative au fait que nous avons un corps. Donc, c'est notre corps qui détermine ce rapport avec la cognition. Et Clark et Chalmers ils vont plus loin en disant qu'il n'y a pas que les corps en soi, qu'il n'y a pas que les cerveaux, mais il y a aussi tout un substrat d'éléments donc physiques de quelque manière qui participent à cette extension.
C'est une théorie qui a été aussi beaucoup critiquée. Clark, il passe sa vie, j'ai l'impression, à répondre à tous les critiques à la cognition étendue, mais qui a aussi très bien été argumentée et qui aujourd'hui a une certaine reconnaissance. Et j'ai lu cette théorie aussi pour comprendre comment l'imagination architecturale s'est construite et s'étend à des artefacts, et en particulier à des images. Et je me suis intéressée en particulier aux images de quelque manière matérialisées, donc des images qui deviennent pictures, qui prennent leur matérialité. Et en considérant comme imagination étendue des architectes les collections qui sont faites d'images, de références, des cartes postales, pour essayer de comprendre quel rôle ils peuvent avoir dans cette notion de cognition étendue. Donc ça, c'est un exemple très célèbre. Donc les photos, les cartes postales qui étaient collectionnées par Colas et Madeleine Vriesendorp lors de leur premier séjour à New York, et avant la réalisation et pendant aussi en partie la réalisation de New York des livres. Donc je lis cette collection comme une mémoire externalisée de l'architecte et de l'artiste qui n'avaient pas des souvenirs finalement de New York qui étaient propres à eux, et qui reconstruisent cette mémoire externalisée en collectionnant ces cartes postales. Et ensuite, de cette mémoire externalisée, on passe à une imagination qui s'externalise au moment qu'on commence à donner une sorte d'agencement à ces images, et ces images elles commencent à trouver des relations entre elles qui vont ensuite se retrouver dans la pensée théorique, mais aussi dans les projets. On peut de la même manière lire la collection des cartes postales de Le Corbusier. Là, c'est une petite sélection dans laquelle il y a certains thèmes formels même de l'œuvre de Le Corbusier qui vont ensuite revivre dans ses propres projets. Pensons par exemple au musée à croissance infinie, mais on parle aussi des questions de proportions, l'idée donc d'éléments aussi multipliés. Donc on retrouve dans cette imagination externalisée des thèmes qui vont ensuite revenir. Donc l'imagination, ça s'est construit à travers aussi la présence de l'image qui est de quelque manière prise à travers la perception, qui devient mémoire, qui ensuite est recombinée de quelque manière. Mais peut-être l'exemple je trouve plus efficace, au moins qui est plus facile de reconduire, c'est les archives et la collection d'Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck, donc, il collectionne pendant toute sa vie des images. Parfois, elles sont prises par lui, parfois, elles sont vraiment trouvées. Et par exemple, ici, il y a une petite sélection dans ses archives dans lesquelles on retrouve surtout des images qui sont propres de l'art, des avant-gardes, mais il y a aussi des éléments tirés de l'œuvre des architectes de la modernité. Mais tout ça, il résonne avec des thèmes vernaculaires. Et, euh, et donc des thèmes aussi qui sont propres de l'art africain et de la construction africaine, et surtout au Mali. Et par exemple, ça c'est aussi une photo que j'avais prise dans les archives Van Eyck, dans lesquelles il associé une image tirée d'une peinture de Richard Paul Loos, donc l'artiste d'art concrète suisse, et mise en relation avec un textile Batuba, donc plutôt du Congo. Et dans les deux, donc, on retrouve des motifs qui sont basés sur la répétition d'un pattern, mais aussi l'évolution de ce pattern, l'effet de prendre des formes géométriques autres. Et tout simplement, si on voit donc l'architecture construite, là, pour les coups de Aldo Van Eyck, on retrouve l'ensemble de tous ces thèmes, mais plutôt qu'être dans la chimère, la chimère dont elle parlait tout à l'heure, Sophie, on est dans une idée de synthèse. Donc il y a une opération, on va dire, de l'imagination dans laquelle on retrouve tous ces différents niveaux. Donc on voit cette géométrie ouverte, on retrouve des logiques formelles aussi vernaculaires d'un rapport entre ces dômes plus grands et la séquence plus petite. On voit cette question de rapport entre ce qui est fini et ce qui est infini dans la géométrie. Donc on comprend un peu cette synthèse de l'imagination et des images accumulées avant. Et en 2025, Andy Clark revient encore une fois sur sa théorie de l'esprit étendu.
et il se pose la question dans quel sens les images, pardon, on ne parle pas du tout d'images, dans quel sens l'IA génératif peut fonctionner encore comme esprit étendu. Donc, peut faire partie de la commission humaine, quel rôle peut prendre. Et lui s'intéresse surtout aux LLM, donc aux Large Language Models, les outils d'IA faits à partir du texte. Et ce qu'il arrive à dire, c'est que pour pouvoir fonctionner comme esprit étendu et pour éviter de quelque manière de subir les effets qui sont portés par l'IA, et il faut arriver à collaborer, à rentrer dans une sorte de complémentarité avec l'IA lui-même, dans lesquels on ouvre vraiment une sorte de dialogue. Donc, on nourrit, par exemple, l'IA. Et il fait un exemple très concret d'une application qui a été développée c'est à partir de ChatGPT, mais en relation avec ses propres textes. Donc, il y a une IA qui est entraînée avec les textes du philosophe et qui ensuite est capable de dialoguer avec lui et qui lui pose vraiment des questions qu'il trouve pertinentes et qui lui permet de réfléchir d'une certaine manière. Donc, il ne vient pas. Donc, la conclusion, entre guillemets, de ces textes, c'est que bien sûr, il ne pourra pas substituer la cognition humaine, mais qu'il pourra l'accompagner, qu'il pourra ouvrir des nouvelles questions, rentrer dans l'écologie, on va dire, de l'esprit étendu. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut étendre ces discours basés sur les LLM aussi aux IA générateurs d'images? Dans quel sens on peut reprendre cette idée de collectionner, mettre en rapport, constituer des atlas d'images existantes pour nourrir l'imagination architecturale comme ça avait été fait, comme ça a toujours été fait par les architectes, et dans quelle manière on peut éviter du coup de subir en même temps l'algorithme qui tend, comme il a démontré par exemple Lev Manovich, à une certaine homogénéisation de l'imagination. Il tend à cette homogénéisation parce qu'elle est nourrie souvent par des datasets qui sont génériques. Donc, il reconstitue des images, comme je pense que ça a été beaucoup dit, l'intelligence artificielle n'invente rien, il les recommence à partir des fragments de choses qui existent et qui circulent. Et donc, une possibilité pour pouvoir remettre en tension cette idée de l'Atlas comme imagination étendue des architectes avec une nouvelle production architecturale, ça serait de s'intéresser à ces datasets et de les traiter, selon moi, comme des atlas, comme cela avait été fait par des architectes dont on a parlé, mais bon, c'est des exemples pendant des milliers, on pourrait dire. Et donc, l'exemple que je viens porter pour venir donc à alimenter cette hypothèse, et Eric Tabouchi qui a été aussi pas mal évoqué donc par Sophie, et je voulais le faire toujours dans un cadre cognitif. Donc Eric Tabouchi, comme vous savez, avec Nelly Monnier qui sont associés, il arpente la France depuis des années pour réaliser un atlas, justement l'atlas des régions naturelles. Il vient photographier des architectures ordinaires. Et ensuite, très important, il vient les classer, il les pose dans une... Donc, il y a des livres imprimés qui sont réalisés, mais il y a aussi tout un atlas qui est accessible en ligne, à l'intérieur duquel on peut retrouver des catégories et mettre en rapport, en fonction des différents mots-clés, ces images entre elles. Pour moi, cela correspond à une forme de matérialisation de la perception, de quelque manière, du photographe. Donc, nous ne sommes pas sur l'exemple d'un architecte, mais comment dire, les travaux les plus évidents pour porter cette thèse est plutôt celui en ce moment d'un photographe. On verra que son rôle est aussi évolué. Et on peut par exemple rentrer des mots-clés en cherchant par forme, donc encore une fois s'intéresser à les questions formelles. Et on retrouve par exemple, si on cherche les cercles, des petits dômes géodésiques comme celui-là, réalisé, ou une sculpture à côté d'une autoroute en sphère. Donc on voit dans sa perception, on voit cette recherche de formes particulières qui l'attire et qui, de quelque manière, il se matérialise à travers cet atlas. Il y a une deuxième type d'atlas qu'il a produit Tabouchi, c'est l'atlas of forms,
à un moment de sa carrière, il ne peut pas continuer ses voyages en France parce qu'il est alité et donc il décide plutôt d'explorer Internet. Et donc son travail, qui est un travail de photographe, il devient aussi un travail d'artiste iconographe et qui sélectionne plutôt des images faites par des autres, il les redresse et il les remet en rapport entre elles. Donc il constitue encore une fois des ensembles typologiques dans lesquels il organise les différentes images. Et pour moi, cela correspond encore une fois à cette idée des mémoires à la fois qui ensuite devient l'imagination dans le système recombinatoire externalisé par les photographes. Donc ça, c'est pas des choses que lui, il a vues lui-même, mais il les a collectionnées et il vient faire partie de sa propre mémoire externalisée. Les troisième passage, les troisièmes types d'atlas, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'il appelle les troisièmes atlas. Donc, à un moment en 2023, il décide d'expérimenter avec, Tabuchi décide d'expérimenter avec l'imagination, avec l'intelligence artificielle et justement de tester jusqu'à quel point cela pouvait être un vecteur d'imagination. Et rapidement. Comme les livres, donc il produit un livre qui est complètement alimenté par des images, constitué par des images issues d'IA, mais qui est complètement nourri à partir de ses propres atlas. Donc les datasets, il est donné par les atlas des régions naturelles, donc les images que lui-même il a vues, et les atlasophones. Ça commence avec une explosion qui symbolise l'arrivée de l'imagination, de l'intelligence artificielle dans les champs de la photographie, qui donc détruit cet ancien monde, mais qui permet aussi à de nouvelles formes ensuite d'émerger. Et donc, dans ces images que vous voyez ici, c'est exactement ce qui est mis en place. Il a été nourri donc par ces images collectées et ils produisent des nouvelles architectures dans lesquelles on reconnaît la présence de tout ça qui avait été produit avant, de tout ça qui était collecté avant, mais dans le dialogue et dans la construction qui est beaucoup fait, pas juste par des prompts, mais aussi par des mises en forme des image to image, donc des commandes image to image, on arrive à voir des nouvelles formes architecturales. Et je termine par cette image qui est toujours tirée de l'atlas, du third atlas de Tabuchi, que j'interprète, qui me fait penser à une forme de cabinet des curiosités, encore une fois, comme celui qui a montré tout à l'heure Sophie, mais un cabinet des curiosités numérique et qui fait penser aussi, encore une fois, à cette extension de l'imagination qui devient une imagination architecturale qui est à la fois spatialisée dans un lieu, un espace comme un cabinet, mais aussi numérique et qui existe grâce à la présence de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci. Donc, on garde une question pour la fin. On va passer maintenant à une intervention en visio de la part d'Elisabeth Montanet, qui est HTM, docteur en sciences de la formation, architecte DLPG, paysagiste DLPG, et qui a publié plusieurs livres, plusieurs ouvrages autour de la question du numérique. Alors, en 2024, sommes-nous soumis dans le numérique? En 2021, vous avez des plateformes, on fait sur des nouveaux modes d'habiter et une communication récente dans les commerciales, par exemple. Quelle est l'opérabilité des IA génératifs dans le processus de leur conception? Donc là, la question de la conception, mais aussi l'imaginaire et de la chimère qui va être abordée. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir accepté que je le fasse en visio pour des raisons personnelles. Je ne pouvais pas être à Toulouse. Je le regrette. Le titre est volontairement avec des points d'interrogation, avec un point d'interrogation, parce que j'estime que l'une des spécificités des métiers de conception, c'est de formuler ou de reformuler les questions qui nous sont posées pour pouvoir y répondre de façon spécifique.
et c'est une des grandes différences entre une chose à laquelle je vais revenir, qui est la différence entre découvrir et inventer. Alors, on a parlé de chimère tout à l'heure, je vais y revenir. Le vocabulaire intelligence artificielle est trompeur en français. Il vient de l'anglais où intelligence ne signifie réellement que enseignement ou information. L'intelligence artificielle n'est donc pas intelligente, mais informationnelle. Elle fournit et compose une information plus ou moins complexe, mais seulement cela. L'IA générative est définie généralement comme capable de création autonome de contenu. L'autonomie du vivant suppose une interaction entre ce vivant spécifique et son milieu, la recherche d'un équilibre homéostatique dû à un aller-retour entre l'organisme ou un élément de l'organisme et ce qui se passe autour de lui, donc un traitement de l'information permettant une survie autonome de l'organisme. Nous faisons ici l'hypothèse que l'IA est un processus chimérique qui consiste à assembler des éléments d'information étrangers les uns aux autres, qui constituent pour un temps, dans un contexte performatif donné, un ensemble temporairement viable, mais qui n'a aucune autonomie stable. Les chimères végétales sont peu viables, et en tout cas non autonomes, puisqu'elles doivent être perpétuées par multiplication végétative, c'est-à-dire par intervention artificielle. Elles n'ont pas d'autonomie générative au sens plein du terme. L'IA générative produit des chimères, soit des assemblages d'éléments existants, parfois des assemblages originaux, on en a vu tout à l'heure, mais qui peuvent être substitués, ajoutés à l'infini par un procédé de calcul algorithmique en donnant toujours l'apparence d'une totalité, bien que versatile. A contrario, l'activité de conception consiste à faire advenir quelque chose qui n'existe pas, selon les mots de Boudon et Pouzin, et que le pur assemblage d'informations ne peut égaler en autonomie. Le processus de conception a pour objectif de produire quelque chose qui doit être intrinsèquement stable, ce qui veut dire que tout composant est nécessaire et suffisant, ne procédant pas d'un simple ajout, mais issu de la nécessité de sa présence pour que le tout existe. On pourrait transformer le vocabulaire intelligence artificielle en processus informationnel de synthèse. Alors, sous la directive donnée par l'opérateur humain, au travers de prompts, l'IA générative produit des phrases, des images, des sons de synthèse, donc des signifiants. Ces signifiants sont-ils porteurs de signifiés, de concepts? Et l'IA peut-elle inventer des concepts? Les concepts sont les signifiés. Les signifiants sont des véhicules, des contenants, qui permettent la mise au jour des concepts. Expression, transmission, réception sont les trois étapes de l'information. L'IA est le poste avancé actuel de la technique informationnelle, mais l'élaboration des concepts, de quelque sorte qu'ils soient, véhiculés par la technique informationnelle, se place en amont de cette mise au jour. Si on adopte une position non distanciée vis-à-vis de l'IA dans la conception, il y a ici inversion dans le processus. C'est l'objet produit, le véhicule, soit le signifiant, qu'il soit texte ou image, ou autre signifiant formalisé, qui prend la place de et qui de fait engage, définit et donc détermine, ordonne le signifié. Il détermine alors aussi le statut même du concept, qui perd son sens, son statut d'origine, et par extension, le statut et le rôle du concepteur, celui qui pense, parle et produit. L'apparence devient l'existence. L'existence du signifié est alors une non-existence remplacée par la chimère dont il était question au-dessus. L'image, comme le mot, est un signifiant qui peut participer à l'avènement de l'objet produit à condition de le remettre à sa place. Comme le mot, c'est un véhicule de la pensée. En situation de conception, elle représente et participe en tant que signifiant à l'émergence du signifié. L'IA apparaît drapée dans les voiles de l'authenticité, alors même qu'elle n'est pas porteuse de sens en elle-même, mais véhicule de véhicules, les mots, les images. Revenons sur la question, peut-elle inventer des concepts?
Les dispositifs d'IA permettent désormais de maîtriser l'usage et la composition des signifiants. Ces signifiants peuvent encapsuler des concepts sans les produire, tout en donnant l'apparence de les produire, soit les chimères. Une machine, quelle qu'elle soit, a priori, n'a pas d'intention. Elle résout ou participe à la résolution d'un problème, et le problème et son énoncé sont une affaire humaine, celle du signifié. Je veux traverser la France le plus rapidement possible pour aller à Toulouse. Je veux prendre un avion, un train, une voiture. Je confie une partie de la solution à des machines. Mais qui énonce le problème? Et comment l'énonce-t-on? Et pourquoi tel problème émerge plutôt que tel autre, sous une formalisation signifiante plutôt qu'une autre? Je veux traverser la France le plus rapidement possible pour aller à Toulouse. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque mot choisi pose un problème. Si je précise dans le prompt que je veux que cette expérience soit émotionnelle, ce qualificatif suffisamment clair pour moi, parce que je sais intuitivement ce qu'il revêt, peut-il être intelligible pour l'IA? Et quelle intelligibilité? Quel est le signifiant émotionnel et qu'est-ce qu'il contient? Le chatbot va-t-il choisir la version enfant, maman, artiste, ou va-t-il plutôt puiser dans tous les registres en se saisissant de telle ou telle expression de mon prompt qui semble statistiquement appartenir à tel registre plutôt que tel autre? En me connaissant mieux, à force de m'accompagner, il pourra imaginer savoir ce que émotionnel peut vouloir dire pour moi. Mais justement, l'émotion n'a pas d'habitude, elle s'invente chaque jour. Alors, l'imitation est la base de la construction des machines conversationnelles. En suivant Piaget, l'action qui suit l'acquisition des schèmes puis du langage, relation signifiant-signifié, est elle-même divisée en deux parties, la structure et l'opération. Ainsi, pour acquérir une connaissance, il ne suffit pas d'être plongé dans une réalité virtuelle et de l'expérimenter une fois, il faut encore être capable de la répéter et de la comprendre et donc de la conceptualiser. Baragouiner une langue ou l'apprivoiser, ce n'est pas la même chose. Ensuite, la capacité d'action libre, et non par imitation, nécessite la compréhension de deux versants ou de deux volets de l'action, soit l'identification de la structure et capacité de réaliser une opération adéquate sur cette structure. Inventer des concepts. Le ceci n'est pas une pipe de Magritte, texte et image, n'est pas texte to image, non, image to texte. C'est un texte-image qui est une aporie. Le signifié est inscrit dans cette aporie. Les mots, comme l'image, ne sont que des apparences, des indices, comme le déclare Peirce, qui sont tout à la fois des révélateurs, mais aussi des obstacles à la compréhension de ce signifié mystérieux et décalé qui se loge dans le dispositif signifiant. L'IA peut-elle inventer, c'est-à-dire se situer dans ce monde flou et en mouvement? Loin d'être un handicap, le flou est producteur dans les phases d'exploration. Il permet d'offrir de nombreuses alternatives à une même question. Il maintient une incertitude qui autorise à construire plusieurs situations, envisagées tour à tour ou simultanément. C'est un temps de gestation, qui peut prendre de nombreuses formes, s'exprimer au travers de nombreux médiums et tout en même temps s'abstraire de toute représentation unique. De fait, le flou est plein de bruit au sens développé par Atlan. C'est la situation d'ouverture au bruit, c'est-à-dire aux informations, qui peu à peu, selon le biologiste, en alimentant la recherche, permet la constitution d'une pensée organisée et même auto-organisée et organisatrice. Précisons la différence entre découvrir et inventer. Découvrir, selon Michel Serres, s'attache à mettre au jour ce qui existe. Il s'agit de chercher ce qui est caché, mais existe déjà, en utilisant divers procédés relativement codifiés, rationnels, appartenant à un ensemble de moyens propres à une discipline ou communs à plusieurs. L'inventer procède d'un attendu différent, puisqu'il a pour tâche de constituer une chose qui n'existe pas. L'inventer nécessite évidemment et très clairement de s'appuyer sur ce qui existe pour constituer ce qui n'existe pas. Mais l'invention, au sens large, naît d'un assemblage, matériel ou immatériel, inédit, ou du moins inédit pour son auteur.
Herbert Simon et le Creative Thinking, Gilbert Simondon dans différents ouvrages, développent l'invention comme activité scientifique, technique et artistique. La théorie CK développée par Armand Hartschell nous offre également un autre cadre de réflexion extrêmement intéressant en ce qu'il propose une réflexion et une relation claire et explicite entre concept et connaissance dans un jeu d'information et de formation mutuelle à partir d'une hypothèse de partition expansive qui permet le développement des possibles de la conception. Le projet, tel que le mot est employé en architecture et chez les architectes, requiert une capacité d'invention en proportion variable selon les projets, les auteurs et les moments. Et la question de l'imagination est une donnée majeure au sein du processus de conception. En convenant que ce qui précède apporte une certaine clarification des termes employés, on peut accorder à l'IA générative de découvrir, de mettre au jour. L'invention lui reste inaccessible parce qu'elle relève de l'intention. La confusion entre découvrir et inventer se prolonge dans la confusion entre signifiant et signifié. Si le signifiant prend la place première, il verrouille le signifié, il le remplace et le rend accessoire. L'inversion est fatale pour l'inventé et pour les concepts et conceptions. Le signe devient la chose première, le désignant devient de fait le désigné. La boucle se referme, l'inventé, qui est une expansion du réel par la recherche, est évincé au mieux par le déjà là, donc du découvrir, au pire même par l'apparence de l'inventé. Alors, de nouveaux enjeux pour la conception. Gildas Agbon déclare « Le discours moral de l'IAG, donc générative, et sa promesse de garantir une utilisation sécuritaire de la technologie peuvent être trompeurs et illusoires. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la manière d'utiliser l'IAG, pourrions-nous d'abord déterminer quand l'utiliser? Cela reviendrait à clarifier dans les organisations ou en milieu éducatif à quelles tâches, en quelles circonstances, pour quels objectifs l'utilisation d'un modèle d'IAG est appropriée ou ne l'est pas. Nous l'avons vu, les termes intelligence artificielle entraînent des confusions assez néfastes et un mésusage des outils pouvant se révéler utiles par ailleurs. Se documenter, rassembler des données, tester des hypothèses, visualiser des configurations sont parmi les usages performants de ce dispositif informatif. La vraisemblance est un écueil permanent qu'il nous faut identifier. Elle est souvent trompeuse parce qu'elle produit des pseudo-résultats. La représentation dans le processus architectural peut générer aussi des faux semblants. 1000 exemples peuvent être cités. La performance est devenue le dogme imposé par l'ultra-système économique qui se part aussi des atours chatoyants de la séduction et de la facilité. Pourtant, utiliser l'IA de façon intelligente nécessite une exigence réelle et un sens critique toujours vigilant. La conception se trouve aussi dans des pans entiers de l'activité humaine, sollicitée et poussée à la performance. Mais pourquoi ne pas se céder de ce qu'offre le vaste domaine de l'IA pour préciser un peu plus nos exigences face aux défis des transformations préoccupantes de nos milieux de vie? L'exploration des données de plus en plus complexes en la matière requiert leur collecte et leur traitement, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses et parfois contradictoires. L'IA peut être envisagée comme un outil d'aide à la décision et un outil de test pour la conception sous forme de simulation. L'IA comme assistant nécessite de bien évaluer sa place. Pour cela, les caractéristiques propres à l'humain, à l'épreuve et à l'expérience de l'existant sont nécessaires à bien distinguer pour utiliser correctement cet assistant. Varela, Thompson, Roche exposent 5 facteurs mentaux qu'ils qualifient d'omniprésents: le contact, le sentiment, le discernement, l'intention et l'attention. Ces 5 facteurs mentaux construisent, selon eux, les conditions de notre agir humain. L'IA produit des signifiants qui inaugurent l'avènement d'un langage particulier qu'il nous faut très vite apprivoiser pour le maîtriser et découvrir ce qu'il peut nous permettre d'inventer.
Dans le domaine si particulier de la conception, l'introduction et l'ajustement de l'outil performatif qu'est l'IA nécessitent en tout premier lieu de s'interroger sur ses propres pratiques. Les spécificités d'une activité dont l'intérêt est de produire des objets signifiants répondant à des signifiés authentiques. La constitution d'une base de données particulière à chaque concepteur, à chaque situation projetée, est une exigence première pour un usage adéquat de l'IA, un robot très particulier qui manie les signes et l'apparence des signes dans une place d'assistance et d'aide à la décision. Excusez-moi, Elisabeth. Je finis. Très J'en ai bien, pour une demi-seconde. En Très bien. s'imposant sur certaines marges, certaines annexes de l'activité de conception, l'IA contraint à approfondir nos modes de pensée, à mieux définir les contours du travail de concepteur, à faire muter certaines pratiques pour développer de nouveaux enjeux, exemple autour de la complexité du changement climatique. Et l'IA nous oblige à repenser le rôle spécifique de la conception par et pour l'être humain. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Après, on va entrer autour de la question de l'imaginaire. On va passer aux questions. Alors, si Sophie, vous pouvez venir. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces domaines flous et composites? Bâtiment pour le travail, par exemple, de l'orientation est vraiment très stimulante intellectuellement à réfléchir. Je remercie Elisabeth de ramener des éléments aussi de logique dans la construction des images. De toute façon, je pense que cette logique devrait être partout dans les études d'architecture. Vous étiez un peu ignoré l'ensemble de ne pas la connaissance, elle est trop peu absente et on voit que ce sont des types, pour le coup, conceptuels qui aident à penser énormément. Très souvent, je renvoie les étudiants sur la CNO justement pour leur permettre de structurer des choses. Je pense que la distinction, effectivement, signifiant, signifié et affaire, ça fait un peu de temps de toute façon que l'on remarque. Est-ce que vous pouvez demander si elle comprend bien Elisabeth avant que. Elle entend. Vous entendez bien Elisabeth? Alors, les voix sont là. Ce que je viens d'entendre, c'est le son est très très très. Il y a une réverbération. Je n'ai pas du tout saisi ce qui était dit. Un micro avec la technique, ça s'approche avant nous. Là, c'est mieux? Non, mais Ah, très très bien. Enfin, je me suis mis à côté du micro. Non, je disais simplement, je vais redire rapidement que, effectivement, de reconvoquer la sémiologie pour traiter ce problème est tout à fait pertinent. Et je disais que il faudrait que la sémiologie soit omniprésente pour accompagner les études d'architecture, puisque ça permet souvent d'aider à avancer dans les sujets qui nous sont proposés. Le transfert entre signifiant et signifié, signifiant, de toute façon, ce basculement, ça fait un bout de temps que l'on l'observe, et pas simplement par rapport à l'IA, on l'a observé dans de nombreux, dans la constitution des images. Je trouve que par rapport à, il faut toujours repréciser que l'intentionnalité, effectivement, est quelque chose sur. Il ne faut pas se tromper sur l'intentionnalité, je veux dire par là, pardon. Pour ce qui est invention, en fait, c'est un système de reconnaissance par rapport à des résultats qui sont produits. Et donc, de redire effectivement qu'il n'y a pas d'intentionnalité ramène la question de l'invention ou effectivement de la conception, bien du côté de la personne qui sert à activer les choses. Et moi, je prends souvent l'exemple des découvertes qui se font par sérétempité, pardon, je suis fatigué ce matin. C'est-à-dire comme la découverte des bactéries qui se font par une personne qui est attentive
à un certain type de phénomène et qui reconnaît dans la manifestation de ce phénomène quelque chose qu'il faut découvrir. Donc en soi, c'est pas la miette de pain abandonné qui a fait la découverte de la pénicilline, mais c'est bien le regard que l'on a porté sur le phénomène qui a permis la découverte de la pénicilline. Donc au niveau des IA, en fait, on est exactement la même chose quand on dit, enfin, quand on cherche s'il y a effectivement capacité d'invention ou pas, en fait, c'est vrai que c'est un gros problème. C'est simplement une reconnaissance que l'on a sur le résultat produit qui nous détermine et qui fait que l'on reconnaît dans un résultat quelque chose qui nous aide à progresser dans la recherche Oui, ça, l'homologie avec la recherche en médicale ou la recherche en biologie est assez intéressant. Et c'est toute la difficulté de faire la part des choses. C'est le regard, et c'est bien l'intention qui est derrière tout ça, qu'il faut préserver. Et puis, non, je voudrais rebondir là-dessus, parce que la question, c'est aussi de savoir pourquoi on veut croire finalement à cette confusion, en fait, entre les deux. Et donc, pourquoi on veut s'illusionner? Et je pense que ça, il y a une vraie question fondamentale, presque existentielle, c'est pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation où on veut croire que l'image, c'est une réalité ou que effectivement l'intelligence pense. Voilà. Pourquoi en fait on a ce fantasme-là? Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que est-ce qu'on veut se déposséder nous-mêmes de notre part créative? Parce que le danger, c'est aussi ça. Et pourquoi on le voudrait? Donc, ça, c'est des questions assez complexes hein, et sur lesquelles on bute hein, aussi en ce moment. On est aussi, tout ça a été préparé quand même beaucoup par le sacré de l'icône au travers de la publicité, par exemple. Tout comme au 19e ou à la fin du 18e, la question de la machine a été préparée par tout le fantasme qu'il y avait derrière la machine. Là, on est dans le fantasme de l'image parce que la question iconique traverse le monde depuis 70 ans. Et donc la question du signifiant est devenue centrale par rapport à la question du signifié. Et cette question, c'est fondamental. Enfin, vous avez montré des très très belles, toutes les planches de l'imaginaire architectural des années 70. Là, il y a à la fois, quelque chose d'extrêmement pointu et en même temps il y a une fascination, une perversion de l'image si on ne se laisse prendre par ce résultat, et si on ne le dépasse pas, quoi. Est-ce que Marie a vous-même Oui, si on revient sur cette question, moi, je pense qu'une notion qui est centrale, c'est vraiment cette rupture qui est donnée par la post-photographie en général. Donc, c'est ces images pour lesquelles, d'un point de vue des productions, on n'est pas du tout dans la photographie, mais pas du tout ce qui est mis en œuvre, mais d'un point de vue phénoménologique, l'observateur, il est reconnu comme si c'était la photographie. Et comme la photographie a été, dans sa naissance, considérée d'un point de vue ontologique proche aussi de la réalité, on a la tendance à brouiller ces deux plans. C'est la question du statut indiciaire, en fait, dont il parle Peirce, qui vient complètement à tomber. Donc c'est pour ça qu'on est dans un nouveau régime d'image. Je pense que c'est là que toutes ces ambiguïtés passent, dans lesquelles nous sommes en train de parler, et nous ne sommes pas encore cognitivement vraiment prêts à opérer cette distinction. On va être de plus en plus poussé à le faire parce qu'on est obligé, parce que les images qu'on voit maintenant, dans tous les états, on ne peut plus y croire. Là, nous sommes en train d'observer tout ce qu'on voit, des images de guerre, par exemple. On pourrait dire que ça a toujours été comme ça. La photo, ça n'a jamais complètement, ça a toujours été manipulé, mais là, on est dans une étape successive. Et je pense que c'est toute cette ambiguïté que nous avons du mal à saisir, je crois. Pardon. Enfin,
On va passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et après, on va faire une petite pause. Cet après-midi, il y a pas mal de gens qui parlent et on est en train. Donc, vous pouvez un petit peu. Oui, je voulais justement par rapport à cette question de qu'est-ce que sont ces images, me rappeler aussi la relation très forte à la photographie. Et quand on a vu les exemples que vous avez montrés, moi j'ai tout de suite pensé à deux photographes canadiens, Lynn Cohen et Jeff Wall. Et quand on voit les images que produit Eric Tabucchi avec ses personnages, toutes les lumières autour, on pense à Invisible Man de Jeff Wall, qui est une image refabriquée, on sait que Jeff Wall travaillait, alors je ne sais pas si maintenant il utilise l'IA, mais travaillait énormément avec des mises en scène, et donc avec la question du cinéma. Et chez Eric Tabucchi, en fait, je trouve assez intéressant la façon dont il nourrit l'IA de ses propres images, qui sont elles-mêmes donc, des photographies d'éléments réels, mais qui est un réel à la fois extrêmement banal et complètement extraordinaire. Parce que quand on voit certaines photographies de Tabucchi, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, l'œil du photographe est finalement comme un inventeur au sens d'un archéologue. C'est-à-dire une invention, il y a une découverte et l'invention, là, elle est tout simplement d'avoir su voir quelque chose qui est dans le paysage, qui est complètement invisible parce que c'est une piscine soulevée ou voilà, un morceau de lierre qui pousse sur une cabane. Et en même temps, le fait de le photographier va l'amener dans un autre domaine qui est celui de l'art. Et on va regarder cet objet-là avec un décalage et avec tout le décalage qui est par rapport à un réel quotidien. Et je trouve assez intéressant finalement dans son travail avec l'IA qui nourrit avec ses propres images, parce que du coup ça fait une sorte de réel au carré, et en même temps ce réel au carré produit une étrangeté. Mais l'étrangeté, elle est finalement déjà présente dans le monde. Et c'est ce que fait aussi Jeff Wall, et quand on parle des images de guerre, on pense quand même à cette image d'Edge-Stoke, où on a des cadavres qui sont en train de parler, et qui je pense qu'ils sont à la guerre d'Afghanistan, et on est aussi dans cette espèce de doublage du réel, mais l'image fait que, et en ce sens, l'IA peut-être invente au sens du découvreur de l'archéologie, mais en même temps, effectivement, on peut les regarder comme des images. Et en ce sens, le réel, il est là, il est autour de nous, et ce que l'IA produit, ce sont des images, et à ce moment-là, on les regarde aussi avec des outils que l'on a à notre disposition pour les regarder comme des morceaux qui parlent du réel, qui en sont pas forcément, mais qui en parlent. Il n'y a pas de question? Non, ça va. Dernière question. Merci. Alors, c'est un peu une blague, c'est pas non plus une question, mais on regarde ces communications qui m'ont beaucoup intéressé. Je vous remercie, je vous félicite pour la qualité de la présentation. Ça me renforce un peu dans l'idée que on arrivera à rendre une machine intelligente quand elle sera capable d'éprouver des émotions. Et c'est d'ailleurs la base de l'article d'Alan Turing, sur les machines intelligentes. Il a écrit à une époque de sa vie qui était excessivement compliquée, et il s'est suicidé après. Et il y a énormément d'émotions dans l'article. Et donc, on est un peu dans l'esprit étendu, on est un peu dans la sémiologie, etc. Et sans doute qu'il faudrait que les prochaines recherches en IA s'intéressent à faire souffrir une machine. Parce que la rendre intelligente, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On se confronte à elle, on se dit finalement, c'est pas si bête que ça, mais on ne sait pas si c'est intelligent. Par contre, on sait pertinemment faire souffrir un être humain. Faire souffrir une machine, c'est un problème entier. Et une fois qu'une machine, on saura ce que c'est que faire souffrir une machine, peut-être qu'on saura mieux comment la rendre intelligente. Et puis en plus, ça sera un débouché particulièrement utile pour le sadomaso. Voilà.
Ça sera peut-être remboursé par la sécurité sociale. Si on arrive à faire des machines intelligentes qui puissent effectivement. Je dis des bêtises là. Je pense que l'émotion n'est pas n'est pas possible chez les machines, mais voilà. Oui, c'est un sujet, on ne sait même pas comment l'aborder. On va s'arrêter là. D'accord. On va faire une petite pause.